statistique, de toute façon c'est moi qui dirige la machine. Donc comme la pensée statistique est dominante, vous ne pourrez pas, mais nous sommes transparents, vous le savez bien. Alors dans cette logique-là, évidemment, il faudrait, si nous le voulions, mais le veut-on cela? Mais politiquement, c'est pas possible parce que c'est pas correct. Mais il faudrait faire quoi? Oh bah c'est très simple, il faudrait récupérer l'outil de travail. Ah bah ce serait bien, oui, d'être autonome, finalement. Ce serait bien, mais on le veut pas. Il faudrait peut-être protéger. Ah oui, ça c'est du protectionnisme, c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Nous avons fait le choix de la supranationalité européenne en 1981. Et nous avons la bombe atomique. Mais enfin, quel rapport? Ah ben la bombe atomique, c'est une arme anti-démographique. Elle est dirigée contre la population qui sert de bouclier. Ah, ça fait peur. Pas contre les armées. C'est-à-dire qu'un État qui détient la bombe atomique ne se comporte pas comme un État qui n'en a pas. Ah bon? Ben oui, parce que de tout temps et en tout lieu, le chef de la tribu, le roi, le prince, prenait les hommes mâles et les envoyait se faire tuer pour protéger les territoires, les femmes et les enfants. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. Donc il y a un changement complet de paradigme. Ah, c'est pour ça que je ne me retrouve plus. Et ce changement complet de paradigme, vous croyez? Ben évidemment, puisque aujourd'hui, l'État construit sur une logique de trust va fonctionner depuis le départ, c'est-à-dire depuis 1945, dans une logique très simple. C'est pour ça qu'on parlait de raison d'État tout à l'heure, parce qu'il ne fonctionne que dans son intérêt propre et particulier. La population, bon, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on n'a plus besoin d'elle. Vous comprenez, m'a dit Pierre Messmer, la dette a été payée. Hein? Nous avons vu ce que le peuple a fait en 1940, parce qu'évidemment, la défaite, c'est la faute au peuple. Hein. Bon, c'est plus simple. Et donc, en plus, nous n'allons pas laisser le pouvoir nucléaire aux civils. Non, mais vous vous rendez pas compte. C'est un État dans l'État. Ah, bah oui, ça, c'est la politique des corps. Mais ça donne quoi, la politique des corps, en mode néolibéral? Ah, bah ça donne une politique des castes. Ah, bah oui, c'est vrai, Jean-Pierre Raffarin faisait chanter le chant des montagnards à la fin de ses meetings. Ah oui, c'est vrai que le vieil état de caste, finalement, il est peut-être pas mort. Parce qu'une caste, c'est quoi? C'est un monde fermé. Ah oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, si on regarde au niveau de l'emploi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une reformulation. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison, et j'étais obligé de constater. Il y a d'un côté les précaires, et puis de l'autre les statutaires. Bah, il y a de moins en moins de statutaires, et il y a de plus en plus de précaires. Et dans les précaires, il y a de plus en plus de statutaires déchus. Mais quel est le point commun de tous les précaires? C'est qu'ils ne redeviendront jamais statutaires. Enfin, sauf pour ceux qui ont de la chance. Ah, vous croyez que c'est héréditaire? Non, non, c'est économique et structurel. C'est sûr. Mais quand on va à Pôle emploi, on dit: ah, vous n'avez plus il faudrait trouver un travail en tension, monsieur. Ah, il n'y en a pas en ce moment. Dans le bâtiment, peut-être. Ah, c'est pas votre partie. C'est pas grave, vous avez qu'à faire une formation. Il n'y en a pas en ce moment. Bon, écoutez, essayez de trouver un travail en tension, puis d'éviter le burn-out. Mais de toute façon, ce sont des CDD. Ah, ben tiens, c'est bizarre. L'État lui-même incite à la CDDisation, en lieu et place de la CDisation. Tout comme dans le nucléaire, on confie, et on incite même d'ailleurs à confier à des gens qui viennent de Pologne, pour lesquels beaucoup de respect, des travaux que l'on confiait jadis à des gens qui étaient statutaires et qui donc avaient la sécurité de l'emploi et qui donc avaient même l'idéologie. Ah oui, c'est idéologique. Mais Jean-François Copé a dit qu'il n'y avait plus d'idéologie. C'est du storytelling tout ça. C'est-à-dire du qui je me moque. Alors au final, si on reprend la marmite France et qu'on regarde un peu de quoi que ça cause, de quoi, de quoi on s'aperçoit? Bah, qu'au final, on est passé d'une politique des corps à une politique des castes, c'est-à-dire d'une logique de corps constitué organiquement fermé, un truc sectaire, quoi, mais on connaît ça bien en France, à un autre truc sectaire fondé sur d'autres codes, que pour la masse de laquelle nous faisons partie, bah, il y a une grande reformulation entre d'un côté ceux qui sont précaires puis qui sont de plus en plus nombreux, et de l'autre ceux qui vont être statutaires ou qui auront la chance de le rester, puisque bien évidemment on dégraisse, et qu'en troisième temps, nous sommes confrontés à une concurrence face à laquelle il faudrait, si nous le voulions, prendre des mesures politiquement incorrectes, protectionnisme, mais les États-Unis ne font-ils pas ça sur la banane, par exemple, ou sur n'importe quel type de produit made in America? Pourquoi ne le ferions-nous pas en France? Ah ben c'est pas possible, vous savez bien que c'est pas possible. Et que donc au final, qu'est-ce qui se passe avec ces techniques de management? Qu'est-ce qui se passe? bah, bah oui, parce que m'a dit un haut hiérarque chez Ernst Young, par exemple. Bah, le problème, c'est que puisqu'on ne veut pas prendre ces mesures, alors le problème n'est pas de rendre les Chinois
adaptable à notre droit social, à notre salaire journalier, mais bien à l'inverse, et bien évidemment, de mettre en place des modes par lesquels nous allons fragiliser la population active de telle sorte qu'elle va, elle, s'adapter au coût réel de la fabrication des biens manufacturiers. Parce que si nous ne faisons pas cette adaptation, nous n'avons aucune chance. Moulinex ne peut pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Bien manufacturer de qualité. Alors évidemment la qualité, mais c'est pas grave, on va réduire la qualité. Mais à un moment donné, le coût humain, puisque la nature de la concurrence... Ah, ça c'est le système coton, m'a dit un type de la Société Générale. Ah oui, le système coton. J'ai dit, mais c'est quoi le système coton? Ben, c'est le système des planteurs de coton. C'est tout. Ah, effectivement, nous sommes confrontés à une concurrence qui provoque, et c'est ça qui se joue, le changement de statut de l'individu à l'intérieur de la machine. Aujourd'hui, la machine utilise de l'individu. Et donc, c'est pas ce que disait André Fourgeau. Lui, il avait pensé à l'humain machinisé dès 1936. Mais c'est pire que ça. Chaplin avait tout compris. Mais c'est l'humain mécanisé maintenant. C'est-à-dire l'introduction forcée dans son cerveau d'un truc réflexe qui fait que je vais fonctionner en tension jusqu'au burn-out. C'était le cas d'un suicidé de chez Renault, Antonio B. Burn-out extrême, pof. Ben oui. Mais il ne viendrait à personne de demander à une pompe de débiter plus de 20 mètres cubes à la minute si elle est prévue pour 20 mètres cubes à la minute. Or, on demande aux humains de s'adapter, 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 s'adapter. C'est donc la place de l'individu dans le système. Mais l'individu, la place de l'homme dans le système qui se joue. Face à un État qui est un État totalement schizophrène, le nôtre en l'occurrence, totalement schizophrène, qui vous fait croire que, qui nous fait croire que, et qui en réalité poursuit une logique individuelle au mépris de ce qu'on appelle la démocratie. Oui, mais la démocratie, c'est un système idéal inapplicable. Bien. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on va aux armes, mais moi j'ai plutôt aux livres citoyens. Aux livres citoyens. Et puis après, pourquoi céder à la peur? Parce que le problème, il est là. On peut mettre dans les entreprises en place des leviers de soumission pour faire du dressage social. Pardonnez-moi, mademoiselle, puis vous faites des études là-dedans, mais c'est ça la nature du problème. Évidemment que le 360 degrés, dans lequel, le cas d'un individu qui travaille chez Novartis, on lui demande d'être comme ça, de porter telle cravate, de faire son nœud comme ça, de dire bonjour comme ça, etc. On va modeler son comportement de manière à le rendre en adéquation, toujours cette histoire d'écart type, pour que vous soyez la machine, pour qu'il soit la marque. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Donc il y a de la casse, et cette casse fait partie d'un pourcentage de perte, fatalement, c'est-à-dire d'une logique de dégraissage, c'est-à-dire d'une logique de normalisation, c'est-à-dire de la mise en place d'un système qui, insidieusement, au quotidien, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de responsable, c'est la faute au capitalisme néolibéral, c'est la faute à la planète, on pourrait même, il y en a qui accusent l'univers, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'en France, vous cédez autant à la peur? Pourquoi est-ce qu'en France, nous cédons autant à la peur? Pourquoi accepter ça? Parce qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix de dire non. Ça, c'est certain. On a toujours le choix de ne pas céder à un chef qui va appliquer ces solutions-là. Parce que si on continue comme ça, la logique qui se met en place, qui est une logique de caste, et qui est une logique de normalisation, à travers des leviers de soumission, qui ont pour objet, je suis désolé, ça fait mal à la tête d'entendre ça, mais c'est la réalité, et qui ont pour objet de mettre en œuvre un dressage social par le travail. Mais travailler, dans son sens étymologique, ça veut dire torturer. Nous en revenons donc à un archétype fondateur du travail aujourd'hui. Il y a d'autres conceptions du travail. Le travail au sens littéraire du terme, le travail au sens artistique du terme, le travail au sens économique du terme, au bon sens du terme, au sens équitable du terme. Il nous faut réagir face à ça. C'est pourquoi si on redéfinit jusqu'au bout ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, le texte qui a été lu, c'est un texte qui en fait est un manifeste. C'est l'une des deux phases d'un manifeste. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On leur dit, mais à un moment donné, puisque nous sommes mécanisés, eh bien faisons un hard reboot. Tout comme sur un ordinateur, histoire de se remettre la tête dans le bon sens.
parce que ce qui se joue au final, c'est la suppression de ma liberté de penser. Le fait que je ne vais plus pouvoir penser autrement que par la terreur. Puisque si je suis terrorisé, forcément je vais terroriser l'autre, puis je vais avoir des bonnes raisons. Parce que moi j'ai mon scoring, vous comprenez. J'ai ma part variable, j'ai mon bonus, j'ai mon job, j'ai ma télé à payer. Face à ce système-là, la seule chose qu'on ait à dire pour en finir, c'est que il nous faut réagir contre cette logique de lavage de cerveau, parce que si cette logique de lavage de cerveau, qui consiste à faire ce que Jean Baudrillard appelait l'anomie des repères anciens, c'est-à-dire on efface tout puis on fait autre chose, mais on ne donne pas le code et puis il n'y a pas de responsable, eh bien, nous sommes en route vers un État, n'oublions pas que la République est un régime militaire, nous sommes en route vers un État fasciste, c'est tout à fait clair, et porteur d'une logique totalitariste, pas totalitarismus, totalitariste. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le pouvoir est un pouvoir de machine, contrôlé par des gens qu'on ne connaît pas, qui n'assument pas leurs responsabilités, qui ne donnent pas des réponses, dans le cadre d'un système où tout est truqué, eh bien nous allons perdre la boule et nous allons nous retrouver. Il suffirait que quelques sauvageons en banlieue mettent le feu à quelques voitures de trop. Dans un système dans lequel nous allons voir une rotation, comme dans les planètes, du centre de gravité du pouvoir. Là, c'est passé de l'État vers l'économie, et puis après, ça passera de l'économie vers autre chose. Et vous connaissez aussi bien que moi la fin de l'histoire. Je vous remercie. C'est un exercice un peu compliqué, ça m'est jamais arrivé de parler d'un livre avant qu'il soit sorti. Oui, ça s'appelle Management Circus. C'est le cirque managérial, quoi, le pouvoir par l'économie, 1945-2010, chef de Sud.